le deuxième conférencier, c'est M. Éric Lepage. M. Lepage est agronome, conseiller en production animale au MAPAC dans la région gaspésienne. Diplômé du programme d'agronomie de l'Université Laval en 2000, M. Lepage travaille au MAPAC au niveau des productions animales depuis 2003, période au cours de laquelle il a pu développer son expertise en production bovine. Les domaines de la génétique, de la gestion d'élevage et des plantes fourragères l'intéressent particulièrement. Depuis 2017, il est également propriétaire de la ferme familiale qui est spécialisée en production bovine. Donc, M. Lepage viendra nous faire part de ses réflexions sur la gestion de la reproduction et des réformes face au changement climatique. Alors, M. Lepage a des problèmes techniques. On va juste s'assurer que... Ah! Oui, le seul système fonctionne. Alors, Éric, je te laisse la place. Tadam! J'étais un petit peu stressé. J'aime ça, monter des présentations, mais les faire, ça me demande un petit peu plus d'effort. Mais Nathalie réussit tout le temps à me convaincre, puis j'en veux tout le temps un petit peu. Là, en plus, on vient de passer je pense, après une excellente présentation. Ça rajoute un effet de stress. Puis en plus, je parle de testicules, puis de motilité, de spermatozoïdes, puis de sperme. C'est pas vraiment naturel, mais on va y arriver. On va y aller de même, ça va être mieux. Bon, les conditions climatiques et la reproduction des bovins de boucherie. C'est sûr, on l'a vu ce matin, on vient d'en parler. Plus ça va aller, plus on va être soumis à des défis climatiques là, en lien avec la reproduction dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme défi? Un climat plus chaud qui va amener plus d'événements climatiques extrêmes. On disait que les étés n'allaient pas être nécessairement beaucoup plus chauds, un peu, mais on peut avoir par contre plus d'événements extrêmes comme des gros orages, des épisodes de canicule plus prolongés. On peut avoir un environnement plus stressant pour les bovins, comme donner une conférence dans une salle, mais non, avec des périodes aléatoires moins propices à la reproduction. On peut parler des vagues de chaleur. Sinon, une disponibilité et une qualité des aliments qui va être un peu plus précaire à faire. L'été passé, c'était pas vraiment le fun récolter les fourrages. C'était un défi de tous les instants. Tandis qu'en Abitibi, il n'y avait pas beaucoup de fourrage. C'était très sec. Puis il était pris avec les feux aussi. Puis il y a la satisfaction des besoins alimentaires qui va devenir plus complexe par moment. Les bovins, on vient de le voir dans la conférence, sont plus sensibles aux effets combinés de la température et de l'humidité. La chaleur va affecter davantage la reproduction des bovins que le froid. Il n'y a quasiment pas de recherche. Là. Quand tu fais des recherches sur le froid et la reproduction, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment plus la chaleur. C'est un gros sujet là, aux États-Unis. La chaleur a des effets directs et indirects, comme on vient de voir sur la reproduction. Ici, je vous ai mis un petit tableau là, qui illustre, il ne faut pas le prendre pour les chiffres exacts, c'est vraiment plus les ordres de grandeur de la consommation d'un bovin de boucherie avec la température. Autour de 20 degrés Celsius, on va être autour de 100% de la CVMS. À 30, ça va descendre de 7-8 %. Là, on est autour de 93. 35, c'est encore jouable à 92 %. Mais quand on pogne une température ressentie de 40, là, on vient plus dans des ordres là, de 56 %, là, ce qui est vraiment considérable. Je vous ai mis peut-être un peu pour, dans le fond, ça va nous servir là, de réflexion pour le reste de la présentation, là, le cycle reproductif des bovins, boucherie avec les besoins alimentaires qui l'accompagnent. On voit qu'une période sensible de grands besoins pour les bovins de boucherie, c'est vraiment là, au niveau des saillies. On arrive avec les besoins d'entretien qui sont la même chose tout le long du cycle, mais avec des besoins de lactation là, qui sont supérieurs. On est dans le pic de lactation, ça coïncide avec la reproduction. Puis à la fin de gestation, le dernier tiers, où les besoins deviennent plus considérables. Il n'y a plus de lactation, mais il y a la croissance du fœtus là, qui amène des besoins supérieurs. Je vous ai mis un tableau, c'est une recherche là, qui est trouvée par un professeur de Nebraska, M. professeur Mader, Université Nebraska-Lincoln, qui a observé pendant 10 ans un troupeau du Nebraska, les effets de la température sur la reproduction de ce troupeau-là. Ce qu'il a trouvé comme conclusion, c'est que pour chaque degré Fahrenheit supérieur à la normale l'été, le taux de conception chutait d'environ 1 %. Puis aussi, comme notre conférencière précédente venait de le dire, c'est que les effets les plus dommageables là, sur la reproduction des bovins, ça se situe quand les températures chaudes arrivent en début de cycle, au début de la saison de reproduction, au début des saillies.
Ici, j'aime bien le terme, là, humidex vivace, là, le THI. Je vais l'adopter, je pense. On a un indice minimum quotidien là, pour un taux de conception optimal qui a été observé avec les données du troupeau là, qui se situe là, de 13 à 16 degrés Celsius là, pour différentes strates d'humidité, de 0 à 100 %. Quand on arrive là, avec le taux de gestation, ce qui est différent du taux de conception, on a un optimum entre 64 et 68 au niveau du THI, ce qui correspond à des températures entre 18 et 24, là, un 18 humide ou un 24 assez sec. J'ai sorti des données qu'on a au PATBQ. C'est bien le fun hein, d'avoir une belle banque de données comme le PATBQ. Il y a eu un rapport qui a été fait, c'est des données de 2002 à 2012, qui parlait des saisons de veillage et des intervalles moyens de veillage. On voit qu'au Québec, la dominante, c'est les veillages de printemps, on a 46 %. Moi, je pense que c'est peut-être même plus élevé là, maintenant. On a des accouplements entre le 23 mai et le 22 août pour des veillages entre le 1er mars et le 31 mai. On a 370 jours d'intervalle moyen de veillage. Quand on arrive avec des veillages d'été, on a 386 jours. On se rend compte que la reproduction, c'est comme ça serait vraiment plus difficile pour des veillages d'été. Par contre, on n'arrive pas vraiment dans le plus chaud de l'été. Je me demandais qu'est-ce qui aurait pu apporter ça. On arrive en fin d'été. C'est vrai que les mois de septembre sont de plus en plus chauds, fin du mois d'août aussi. Mais tantôt, on va avoir peut-être d'autres explications. Là. C'est sûr que dans ce temps-là aussi, fin août, là, septembre, octobre, bien souvent les vaches sont encore au pâturage, la qualité du pâturage a diminué, ça peut expliquer ça aussi. Mais on est peut-être capable de faire des liens ou à tout le moins de poser des hypothèses là, avec les conditions climatiques. Mais on remarque par rapport à des veillages d'hiver où on aurait une reproduction là, fin d'hiver, printemps, 365 jours, on marque 21 jours d'écart là, pour des intervalles moyens de veillage, pour des veillages d'été versus des veillages d'hiver. Je ne vous dis pas de veiller l'hiver, ceux qui ont des vaches, ça amène des défis, d'autres défis, mais ça a tout le moins à prendre en considération dans le choix de notre saison de veillage. Ça m'amène au stress thermique et à la fertilité des taureaux. Le processus de formation et de maturation des spermatozoïdes prend environ 8 semaines pour les taureaux. Puis la formation des spermatozoïdes doit être excellente lorsque la température du scrotum est légèrement inférieure à celle du corps. On voit là, quand il fait chaud, ça baisse, puis quand il fait froid, ça monte d'un étage. C'est ça. Ça fait que normalement, il faudrait que ce soit entre 2 et 6 degrés de moins que la température corporelle. Puis ce qui est important, là, c'est la formation des spermatozoïdes, leur motilité puis leur concentration peuvent être compromises par un stress thermique. On parle là d'aussi peu que 12 heures à un stress thermique de 40 degrés Celsius, à une température de 40 degrés Celsius, ou plus longtemps à des températures là, de 32 degrés Celsius. Puis la baisse de fertilité va survenir environ une semaine après le stress thermique, puis elle va descendre pendant 8 semaines, puis le retour à la fertilité initiale, c'est ça, ça va prendre 8 semaines. On le voit sur la diapo suivante. Il y a eu une expérience qui a été faite avec un contrôle puis un traitement. Le taureau dans la salle de contrôle avait été soumis pendant 8 semaines à une température là, standard de 23 degrés Celsius. On voit la motilité des spermatozoïdes qui joue entre 75 et 80 % tout le temps du traitement, puis après le traitement. Il y avait 8 semaines de traitement, puis 8 semaines post-traitement. Puis sinon, le traitement, le taureau était soumis dans un enclos qui simulait là, une canicule. On parle de 35 degrés Celsius pendant 16 heures le jour, puis 31 la nuit. On voit là, que pendant 8 semaines, là, la motilité des spermatozoïdes va descendre jusqu'à 45-50 %. Quand le traitement est fini, ça se replace tranquillement. Comme mesure d'atténuation, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce stress thermique-là? On peut essayer de fournir une alimentation de qualité. On va en parler d'ailleurs cet après-midi. C'est important que les bovins ingèrent des nutriments sans trop d'efforts, qu'il n'y ait pas de misère à aller chercher les nutriments. Éviter les aliments trop fibreux et trop riches en protéines là, quand il y a des épisodes de stress thermique. Pourquoi? C'est parce que ça va nécessiter plus d'énergie pour la digestion de la fibre ou pour l'excrétion des surplus d'azote sous forme d'urée. Ça nécessite une transformation puis ça prend plus d'énergie. Puis ça va aussi, ce qu'on peut faire, c'est d'alimenter, si on alimente, ou de changer de parcelle en fin de journée ou en début de journée à l'aube pour profiter des effets du refroidissement nocturne. On peut aussi ajuster la régie des pâturages pour favoriser une alimentation plus riche en énergie et facile à digérer, ce qui va produire moins de
chaleur. De l'eau fraîche facilement accessible. Normalement, il faudrait essayer d'avoir des points d'abreuvement de 200 à 300 mètres et moins là, de l'endroit où les vaches vont pâturer au pâturage. Essayer d'avoir de l'eau froide aussi, là. Ouais, pas trop chaude, pas nécessairement bien froide, mais pas trop chaude. Si on est capable d'enterrer les tuyaux, puis aussi il faut réfléchir là, à la grosseur de la tobe en bon québécois. Là. Plus que la tobe est grosse, moins qu'on a de débit, on va mettre un réservoir plus gros. Mais ce réservoir-là va accumuler plus de chaleur puis il va se réchauffer plus. Bon, ce qu'il recommande, c'est d'avoir un débit suffisant, peut-être avec un réservoir un peu moins grand, mais qui va se remplir plus rapidement, surtout si nos tuyaux sont sous terre. On va avoir une eau plus fraîche. D'essayer de fournir l'équivalent de 9 litres par heure par vache là, au pâturage. D'avoir aussi assez d'espace à l'abreuvoir pour qu'un groupe de vaches, on sait que c'est grégaire les vaches, pour que les vaches, quand ils vont se déplacer en même temps pour aller boire, on recommande un minimum de 3 pouces linéaires par vache à l'abreuvoir. Avoir un bon programme de minéraux, on va sûrement en parler cet après-midi, c'est super important. Là, sodium, potassium, magnésium, c'est tous des éléments minéraux qui sont sollicités là, quand il y a un stress thermique. Faire les manipulations tôt le matin ou en fin de journée. Surveiller, on l'a dit tantôt, les animaux très gras, très jeunes ou les vieux animaux qui sont plus à risque. On peut aussi analyser l'idée de fournir une alimentation en dérobé pour éviter une stagnation des performances des veaux l'été. Si on ne les utilise pas déjà, il faudrait sérieusement penser à intégrer les tests de gestation là, pour détecter des vaches non gestantes rapidement là, suite à la saison de reproduction. Puis monitorer aussi la fertilité de notre troupeau là, en calculant nos intervalles là, de vêlage régulièrement chaque année par des programmes comme le PATBQ, par exemple. Spécifiquement pour les taureaux, il faudrait aussi penser à intégrer les tests de semences. Ça gagne en popularité dans les dernières années, puis c'est vraiment une bonne pratique pour détecter les taureaux moins fertiles avant la saison de reproduction. Ajuster à la baisse le ratio vache-taureau pour des saillies en saison estivale ou par temps très chaud. Utiliser plus d'un taureau par groupe. Dans le fond, ça diminue le risque là, de défaillance s'il y a une défaillance d'un taureau ou faire une rotation de taureaux. Préserver aussi les taureaux du stress thermique au moins 2 mois avant la saison de reproduction. On est capable, là, si on fait de la reproduction saison chaude, on est capable de garder les taureaux un peu plus protégés d'un stress thermique là, avant de la mettre avec les vaches. Ça peut être une alternative intéressante. Au niveau de l'environnement des animaux, c'est sûr que quand on a des parcelles au pâturage, là, avec une bordure de boisé, ça peut être bien intéressant. Ça va être de quoi que les animaux vont rechercher. Quelqu'un qui voudrait fournir de l'ombre, faire une structure, on parle généralement d'un minimum de 20 à 40 pieds carrés par animal avec une orientation est-ouest de préférence là, pour fournir un meilleur ombrage. Puis aussi, si on met un toit pour couper davantage le soleil, c'est sûr qu'une structure pas de toit, ça ne coupe pas bien d'ombre. Il faudrait mettre le toit à plus de 8 pieds pour favoriser là, un mouvement de l'air, s'il vente là, plus facile en dessous du toit. Favoriser des endroits de repos plus exposés au vent aussi dans les journées chaudes. Si on est capable là, de gérer le pâturage pour garder l'herbe un peu plus longue, ça va favoriser le sol un peu plus frais. Puis si les vaches se couchent, il va y avoir une possibilité de refroidissement un peu par conduction thermique. L'effet du sol froid va refroidir un peu plus les vaches. Faire un bon contrôle des mouches, c'est bien important aussi là, par période chaude. Au niveau de la génétique, il y a plein de critères, mais on peut entre autres penser à sélectionner des animaux qui vont être faciles d'entretien, qui vont moins dépendre là, de beaucoup d'alimentation quand ils vont faire chaud, parce qu'ils ont moins le goût de manger. Sélectionner des animaux avec une bonne conformation. Sélectionner des animaux qui muent rapidement au printemps. Choisir des animaux de préférence quand c'est possible. Quelqu'un qui est dans l'Angus, c'est plus difficile, mais des animaux avec un pelage pâle, ça va mieux réfléchir les radiations solaires. Sélectionner des animaux sans historique de problèmes respiratoires, des veaux, des petites génisses qui auraient eu des problèmes de pneumonie quand ça aurait été jeune, ça peut amener un handicap qui va les accompagner tout le reste de leur vie, puis les amener là, à avoir des moments plus difficiles là, quand il fait chaud. Sélectionner des animaux calmes, puis des animaux là, fertiles. Puis j'ai mis ici ces petits, là, mais différents profils de PD là, pour différentes races. Ici, c'est l'Angus américain, je pense. On peut voir là, des éléments qui nous aideraient à sélectionner, là, comme le gain résiduel, le gain moyen quotidien résiduel, la consommation de matière sèche, on a moins de besoin, ça peut être intéressant, la fertilité via la circonférence scrotale, la fertilité des génisses, des taures, heifer pregnancy,
On peut voir aussi le poids mature weight ici, un indice de facilité d'entretien. Après ça, on a tous les EPD de conformation, là, clop et angle pour les membres, la docilité. Puis au niveau c'est sûr qu'aux États-Unis, ils sont peut-être plus habitués avec des stress thermiques majeurs qu'ici. Ils ont développé dans l'Angus américain un EPD, là, le hair shading, qui va évaluer la rapidité de la mue chez des vaches. En général, les animaux qui vont muer plus rapidement vont avoir des meilleures performances, puis ils vont être plus fertiles. Ici, ça, je pense que c'est un profil EPD dans le Charolais. On voit là, la docilité, ça peut servir. Après ça, quand on n'a pas vraiment de poids mature, on peut se fier sur le gain. En général, les animaux qui vont être plus performants vont être plus pesants à maturité. Puis ici, on avait le Hereford avec, on peut voir de la cow fertility puis du cow weight. Bref, c'est tous des outils qui peuvent nous aider à sélectionner là, pour une résilience là, au stress thermique. Ici, je vous ai rajouté, j'ai tombé là-dessus cette semaine, une photo de Genzel. Genzel, c'est une Angus brésilienne qui a été modifiée génétiquement. Ils ont implanté dans cette Angus-là un gène de résistance à la chaleur qui vient du Bos indicus, de la race Sénopole. Ils ont implanté parce que le Bos indicus, en général, ils vont être beaucoup plus résistants à la chaleur. Mais par contre, la qualité de la viande va être moins bonne là, que nos bons vieux Bos taurus, là, genre Angus Hereford, tout ça. Fait qu'au Brésil, la viande, mettons, qui vient de Bos indicus, comme la Sénopole, la Brahma, etc., ça se vend moins cher. Ça fait qu'eux, le défi, c'est d'avoir une viande de bonne qualité, mais en même temps là, qui est résistante à la chaleur. Ça fait qu'ils ont développé ça. C'est pas encore sur le marché. Il n'y a pas encore de vaches là, modifiées génétiquement là, avec le gène de résistance qui peuvent produire de descendants commercialisables au Brésil. Moi, je veux dire, Genzel, elle est là, puis elle mange. Par temps froid, puis au niveau des effets sur la reproduction, par temps froid, c'est vraiment les déficits énergétiques qui vont compromettre la reproduction, puis un faible état de chair, puis aussi une dégradation de l'état de chair là, après le veillage. Ça va être un système, quand on fait de la reproduction au cœur de l'hiver, on va avoir un système qui va être davantage sous pression. On va arriver avec le froid qui va demander plus d'énergie pour l'entretien. On va arriver avec le pic de lactation. On va arriver avec l'obligation, je veux dire, la vache qui va arriver avec ses premières chaleurs là, en même temps. Là. Quand on sait que les besoins d'entretien sont satisfaits en premier, suivi de la croissance, puis de la lactation, puis de la reproduction. Ça fait que ça peut présenter certains défis. Ça nous prend une alimentation qui va être vraiment plus adaptée. Je vous ai mis un petit tableau qui est ici que j'ai produit là, avec un foin de fléole des prés à différents stades fin végétatif, fin des pieds jusqu'à grenaison. Mais on peut voir la différence. Là, fin végétatif, on pourrait assumer peut-être autour de 62% du NT. Si on a un F1, bonne laitière au pic de lactation, en bon état de chair, notre foin fin végétatif va être capable d'assumer peut-être 82%, là, entre 90 et 82% des besoins en énergie de l'animal. Il va y en manquer un petit peu. Ça, c'est moins 1 UCC, c'est une perte d'état de chair sur l'échelle américaine. Là, d'1 à 9, ça vaut 0,55 sur l'échelle canadienne. Mais on va perdre un état de chair là, en 70 jours s'il ne fait pas froid, puis peut-être en 52 jours autour de ça. C'est des ordres de grandeur s'il fait plus froid, moins 30. Mais j'espère qu'on n'aura pas un hiver vraiment à moins 30 là, de façon prolongée. Mais on voit là que si on a du foin qui n'est pas adapté, là, on parle d'un foin fin épiaison à 56, même si la vache va en manger plus, 16,5 versus 15,1, ça va juste satisfaire là, à 0, 75% de ses besoins, puis à moins 30, 73, puis on perdrait une unité d'état de chair par 20 jours, ce qui est vraiment rapide. Là. Puis ici, on voit les conséquences de la perte d'état de chair là, sur la reproduction. Si on a un état de chair à 3 ou plus faible, une vache qui sera un petit peu plus maigre qu'il faudrait, ou à 3, c'est quand même correct, mais qu'on a une diminution là, suite au veillage, on peut se retrouver. C'est une recherche qui avait été faite par Houghton en 90 avec un taux de gestation autour de 70%. Par contre, si on avait un état de chair qui n'était pas bonne au veillage, mais qui s'est amélioré, qu'on a réussi à améliorer là, en améliorant vraiment l'alimentation, on est capable quand même de récupérer la mise, d'avoir des bons taux de gestation. Si on a une cote de chair de 3 puis on la maintient, c'est la même chose. On va avoir d'excellents taux de gestation. Puis on a une cote de chair on avait une vache grasse ou une vache en bon état de chair, mais qu'on la laisse diminuer là, trop rapidement, ça va handicaper notre taux de gestation. On voit que le pire, ça
pas vraiment rapport avec l'état de chair, mais c'est des animaux trop gras qui continuent d'engraisser. C'est vraiment dommageable là, sur la reproduction. Sinon, on voit ici, là, au niveau de l'état de chair au veillage, le délai là, avant le retour en oestrus, on voit vraiment que ça prend un bon état de chair au veillage. On veut des performances reproductives là, bien intéressantes. Comme mesure d'atténuation au froid, des fois, on dirait qu'on donne des conférences qu'on aimerait arriver avec des super solutions, mais je veux dire, c'est de bien nourrir ces animaux, là, de suivre l'état de chair, d'alimenter de façon à conserver un état de chair. C'est comme le b.a.-ba de la production bovine, mais c'est ça pareil. C'est fournir plus d'aliments, des aliments de meilleure qualité, si l'état de chair se dégrade rapidement suite au veillage. Puis c'est d'essayer de reprendre de l'état de chair aux vaches dans une période où c'est plus facile. Là, on parle du sevrage au veillage, où la vache a des besoins énergétiques plus bas, on l'a vu tantôt, pour l'amener au veillage entre 3 et 3,5. Au niveau génétique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'adapter la génétique du troupeau aux ressources de la ferme. Si on a de la misère à faire du bon foin, il faut essayer de faire du meilleur foin, c'est sûr, mais en même temps, il faut l'assumer un peu. Il faut peut-être aller vers des vaches qui vont être un peu plus faciles à entretenir. Dans le fond, des vaches un peu plus rustiques puis un peu moins performantes. Ça se traduit par des vaches un peu moins grosses ou un peu moins laitières. Il faut ajuster nos animaux avec les ressources dont on dispose. Puis aussi fournir un environnement avec moins de facteurs de stress. 5 minutes, c'est beau. On peut parler de moins de vent, moins de froid, plus sec, plus propre. Et encore une fois, de suivre la fertilité. Au niveau des taureaux, c'est sûr que le froid peut avoir un effet sur la fertilité. On parle d'engelure. Il faut faire attention, là, puis regarder ça l'hiver. Faire sûr que les taureaux n'ont pas d'engelure au scrotum. On voit l'effet ici d'une engelure faible, pas d'engelure, c'est une qualité de semence qui serait satisfaisante à 90 versus des engelures sévères, là, on tombe à 2 pour de la semence satisfaisante. Puis on se rappelle que ça prend 8 semaines avant de revenir à la normale. Ça fait que ça peut avoir des effets sérieux sur la reproduction. On va terminer la conférence avec une petite réflexion sur la réforme en contexte de changement climatique. Pourquoi réformer? C'est pour assurer la sécurité des exploitants. Là, je veux des vaches des problèmes de comportement, on ne veut pas en garder, éviter les douleurs, les inconforts, mais aussi pour minimiser les pertes de profit potentielles. Dans le fond, la réforme devrait être basée sur une approche de gestion des risques, l'importance de la perte de profit, puis la probabilité que la perte de profit survienne ou soit irrécupérable. Par contre, si une vache de 12 ans perd son veau versus une vache de 4 ans, il y en a qui vont réformer les deux. Mais mettons, si la vache de 4 ans elle a vraiment un bon potentiel, ça va être peut-être un peu plus intéressant de la garder qu'une vache de 12 ans. On va avoir 8 ans pour se refaire. Ici, je vous ai fait un tableau, c'est ça, ça illustre un peu là, les causes des pertes de profit immédiates importantes qu'il faudrait réformer là, rapidement. Pas de gestation, perte du veau à la naissance, perte du veau avant le sevrage, les animaux dangereux, des risques élevés d'une perte de profit importante à court terme. Ça aussi, là, il faut songer sérieusement à réformer ça. On parle d'handicap, de défaut de conformation majeur, d'âge avancé. Sinon, après ça, tu as des pertes de profit plus ou moins importantes à court ou moyen terme. Des performances décevantes ou une vache qui sera un petit peu en dehors de la saison, à la fin de la saison, qui a des besoins d'entretien importants. On va essayer de ne pas garder nécessairement de remplacement de ces animaux-là, mais c'est peut-être pas ceux-là qu'on va devoir réformer en priorité. C'est sûr qu'il va arriver différents types d'événements climatiques qui vont occasionner des difficultés plus ou moins grandes à certains types d'animaux. On peut parler de canicules puis d'indices THI élevés, des humidex de la vache élevée. Ça va influencer beaucoup négativement les animaux avec des problèmes respiratoires, les animaux qui vont manquer de pigmentation, de couleur foncée ou qui vont muer lentement, les animaux obèses, on l'a vu tantôt, qui étaient plus susceptibles. Sécheresse, rareté des aliments, les animaux maigres, les animaux âgés ou qui ont des problèmes de dentition, les animaux qui ont des problèmes locomoteurs ou avec des besoins alimentaires élevés. Sinon, le froid intense, les tempêtes, puis la pluie, tout ça, c'est des animaux maigres puis peu rustiques ou avec des besoins alimentaires élevés. Point de vue sélection, il faudrait mettre, je pense, là, dans le futur pour être plus résilient au niveau des changements climatiques. Peut-être surtout pour les animaux, là, les femelles reproductrices ou les taureaux qui vont nous servir à faire de la femelle reproductrice, mettre moins d'accent sur des caractères qui vont favoriser une productivité individuelle. Pour faire de la vache, je ne pense pas qu'il faut rechercher des taureaux top 1, gain naissance sevrage ou gain naissance à 1 an ou top 10. Il faudrait mettre plus d'accent sur des caractères fonctionnels qui vont favoriser une
productivité globale du troupeau à long terme. Facilité d'entretien, la persistance, l'autonomie des animaux, la qualité maternelle, les caractères de santé, la bonne conformation. Puis on voit beaucoup de nouveaux EPD. Tantôt, je vous montrais air shading, puis les EPD de conformation qui apparaissent, qui vont dans ce sens-là. Pour les taureaux terminaux, c'est avec ceux-là qu'il va falloir aller chercher de la performance, de la musculature, du rendement en viande, de la croissance, de la stature. C'est sûr que les acheteurs en veulent, mais il faut vraiment aller chercher ça via un bon croisement terminal. Dans le fond, ça va coûter beaucoup moins cher d'avoir un vrai bon taureau terminal performant que de garder 30 vaches, à peu près le rapport vache-taureau de 1800 livres pour aller chercher de la performance. On est capable de baisser un peu le poids de nos vaches, mais de les accoupler avec un taureau super performant, puis avec une bonne vigueur hybride, je pense que c'est la clé du succès. Un petit résumé là, pour ma voie de fermeture. La bonne gestion de la réforme, ça va permettre une rentabilité et une pérennité de l'entreprise, une productivité de l'entreprise, ça va favoriser le bien-être animal, puis ça va amener une résilience au changement climatique. On sait que dans le futur, il va y avoir des plus grands défis climatiques. Les besoins et les capacités d'adaptation, ça va occuper une importance, je pense, qui va aller là, en grandissant. Puis notre façon d'approcher la réforme et la reproduction, c'est sûr qu'on va devoir en tenir compte. Comment on peut arriver à ça? Je pense que c'est important de prendre des données puis d'observer le troupeau. On parlait de favoriser, de regarder l'état de chair, puis on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Des fois, ça peut être cliché, mais c'est ça. Ça fait qu'il faut prendre des données, déterminer des barèmes ou des seuils de tolérance dans une approche de gestion des risques qui va être adaptée à l'environnement. C'est sûr qu'on ne gérera pas la chaleur comme les gens du Texas la géreraient, mais ça va être de plus en plus présent pareil dans le futur. Je vous avais mis un tableau résumé, là, dans le fond, des mécanismes d'adaptation selon la rapidité, rapide, modérée ou lente. À la chaleur, c'est sûr que rapidement, la vache, quand il fait chaud, elle va chercher de l'ombre, du vent, elle va consommer plus d'eau, elle va être moins active, elle va respirer plus rapidement. Si elle mange moins, de façon modérée, elle va commencer à piger dans ses réserves de gras. Puis des mécanismes plus lents, on retrouve la mue. Puis au niveau de la sélection génétique, on peut intervenir dans la couleur, la pigmentation, la rapidité de la mue, la santé pulmonaire. Il y a des recherches qui se font là-dessus. On devrait avoir des EPD peut-être à m'amener à arriver là-dessus. La docilité et la résistance aux parasites. Puis pour le froid, c'est ça. C'est la même chose, mais un peu de l'autre côté. Une vache qui a froid va chercher des abris. Elle va consommer plus d'aliments. Elle va aller piger dans ses réserves de gras, c'est un peu plus long. Il va y avoir un pelage d'hiver qui va pousser. Des fois, on voit aux États-Unis des blizzards qui arrivent tôt en saison, puis beaucoup de vaches qui meurent. C'est parce que les vaches n'étaient pas encore adaptées. Puis ça aurait arrivé en hiver, les vaches auraient été plus adaptées, puis il y aurait eu moins de mortalité. Je voudrais remercier Nathalie pour l'invitation, puis tous les partenaires de l'événement. Alors, on a quelques minutes encore pour des questions. Alors, s'il y a des gens qui veulent se lancer, allez-y, M. Lambert. Bonjour. Un commentaire puis une question. Tu parlais du comportement des vaches qui étaient grégaires puis qu'ils allaient boire en groupe. Mais si ton abreuvoir est à courte distance, ben en bas de 500 pieds, mettons, ils ne vont pas en groupe. Donc, ça prend un abreuvoir. Tu peux concevoir un abreuvoir plus petit que tu peux déplacer. En tout cas, il y a plein de solutions, mais moi, je l'ai vu, la différence de comportement quand l'abreuvoir est loin puis quand l'abreuvoir est proche. Donc, il faut qu'il soit proche. Oui. Puis, la question, tu as parlé de problème les impacts de stress thermique sur la fertilité du taureau, mais tu n'as pas parlé de la fertilité des vaches. Est-ce qu'on est dans les mêmes ranges, là, à savoir une cinquantaine de jours avant la saillie, s'il y a une vague de chaleur ou une canicule là, qui perdure, l'impact que ça a? T'avais-tu des chiffres là-dessus? J'avais des slides, mais ils ont enlevé parce que ça parce que c'est arrivé, ça nous est arrivé là, dans les dernières années, je pense en 2021 ou 2022.
C'est mon karma de la journée. J'avais des slides, mais ils les ont enlevés parce que ça recoupait un peu la conférence d'avant. On parle de... C'est moins long avant, là, c'est une vingtaine de jours avant, jusqu'à 7-10 jours après, là, justement, la fécondation pour les vaches. Tu es sûr qu'il n'y a pas une vague folliculaire là, qui arrive 50 jours avant puis qui nous tire dans le pied? Ben, moi, je n'ai pas inventé ça, là, c'est mon inséminateur qui m'a mis sur cette piste à l'oreille, là, mais... Ouais. Je ne vous dis pas que ça se peut pas. Dans ce que j'ai lu, en tout cas, il parlait, mettons, de moins une vingtaine de jours avant. Ben, tu sais, je serais bien intéressé de lire ça. On va mettre quelqu'un là-dessus. Là. Oui, c'est bien net. Mais, ceux qui ont des valages d'hiver, le problème ne se pose pas, là, mais les valages de printemps, avec saillie en début d'août, c'est sûr que dans le mois de juin, en tout cas, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait fait chaud dans le mois de juin, puis on a eu un moins bon taux de conception. Okay. Ce que je disais aussi, c'est que les vaches sont un petit peu moins sensibles que les taureaux à chaleur, là, dans ce que j'ai... OK, c'est ça. Mais, ça ne pouvait pas être le taureau parce que c'était l'insémination en synchronisation, fait que... Oui. À moins que mon inséminateur ait laissé ça à chaleur, là, mais sinon, ça devrait être correct. Ça m'intéresserait pareil de savoir, c'est bien intéressant, mais comme je vous disais, moi, dans les lectures que j'ai faites, il parlait pas de ça. Moins de ça. Okay. Mais puis pour l'abreuvement, quand on conçoit, c'est ça, des sites d'abreuvement, justement, là, vous avez entièrement raison, c'est ça, on essaie d'avoir des abreuvoirs plus proches pour favoriser moins de déplacements. Sinon, il faut tout que tu grossisses, c'est plus loin, il faut que tu grossisses le bac, puis là, ça se réchauffe plus vite, puis il y a plus d'animaux qui vont boire en même temps. Oui. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question. Merci. Allô, France. Salut, Éric. Merci pour ta présentation. Ça répond beaucoup à des questions que j'ai rencontrées cet été en Abitibi. C'est que, tu sais, il faisait très chaud, mais en même temps, il n'y avait rien qui poussait dans le champ. Fait que là, les vaches ont maigri. Puis quand ils sont arrivés à l'automne, qu'est-ce qui est arrivé? C'est 40 des troupeaux qui est infertile. Ça veut dire que ça envoie ça à l'abattoir. On envoie ça à l'abattoir, mais vu qu'on n'a pas mangé assez, état de chair plus faible, prix plus faible. Donc, tu sais, le cercle, ça fait comme un cercle vicieux. Puis là, je me disais, pour qu'ils se préparent pour l'année prochaine, il va y avoir un problème aussi, là, parce qu'ils rationnent encore. Il n'y a pas de foin. Il n'y a pas de foin. Ça fait que, puis le foin est de mauvaise qualité, parce qu'ils ont acheté les restants de ce qui restait ailleurs. Là, tu sais. Donc, je pense qu'on devrait beaucoup parler des conséquences d'une sécheresse pendant que ça arrive. Tu sais. Parce que ça a vraiment un impact considérable après. Là, à long terme, c'est ça? À long terme. D'être capable de se préparer pour l'année d'après pour essayer de minimiser les impacts. Ben oui, c'est pour ça que là, tu m'as vraiment réveillé à cette situation-là. Puis leur taux tu sais, ils me disent qu'ils ont 40 de moins de fertilité, là. Fait là, ils sont obligés de vendre ces animaux-là. Même s'ils disent que oui, ils vendent des animaux, ils vendent parce qu'ils ne sont pas fertiles. Mais ce que j'ai retenu, puis ce que j'ai apprécié, qui m'a cliqué dans ta conférence, c'est que c'est les 2 mois du taureau. Tu sais, il laisse souvent le taureau avec dehors, mais là, ce qu'on va leur dire, c'est gardez donc votre taureau jusqu'au moment, au frais, avant de l'envoyer au pâturage. Ou d'augmenter je veux dire, de diminuer le rapport vache-taureau l'été et de mettre un peu plus de taureaux par vache, dans le fond, pour pallier à cette infertilité. Oui, c'est ça. Infertilité partielle-là. Puis même, ce que je me disais, ces gens-là, il faudrait qu'ils soient préparés pour la prochaine saison. Puis on parle beaucoup de stress thermique, puis qu'est-ce que les vaches vivent, tout ça, puis qu'elles allaitent, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, puis qu'il manque de foin dans les pâturages? L'autre affaire que je pensais, c'est qu'on fait beaucoup de promotions pour le bed grazing. Puis ce que j'ai vu sur une ferme, c'est qu'ils mettaient du bed grazing en concentration. Ça veut dire qu'au lieu de tout les isoler, là, ils les mettent tout ensemble. Donc, quand ils enlèvent la balle, il y a de l'humidité en dessous. Fait que là, ce qu'ils font, les vaches, c'est qu'ils s'en vont là-dedans puis ils se couchent là. Fait que ça serait peut-être une solution pour, quand ils viennent pour alimenter en conditions de sécheresse, mettez ça plus en groupe. Les animaux vont se coucher où c'est plus frais parce que c'est plus humide. Fait que c'est ça que j'ai remarqué. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, Éric. Ça fait plaisir.